Et ce qui m'amène justement, alors on croyait en avoir fini avec les totalitarismes et ce qui menace aujourd'hui Israël me permet maintenant de me tourner presque avec la même question vers notre deuxième invitée, Nathalie Sherman. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Vous êtes chercheur au DTTM, Domestic and Transnational Terrorist Threat Monitor. Vous étudiez la propagation des idéologies radicales de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Jacques Tarnero vient donc de nous dresser un état des lieux des idéologies à origine islamiste et qui circulent aujourd'hui au sein de la gauche. Avec vous, nous allons donc nous arrêter sur un autre phénomène, celui des suprémacistes blancs, un mouvement qui est né aux États-Unis mais qui a opéré une jonction avec d'autres idéologies racistes et antisémites en Europe et en particulier en France. Alors, de quoi parle-t-on exactement, Nathalie Sherman? Merci Pascal de m'accueillir. Merci pour votre introduction. Merci à Jacques. Alors, pourquoi les suprémacistes blancs? C'est effectivement la traduction, comme vous l'avez fait comprendre, de white supremacists, qui est un terme anglais et plus exactement américain, puisque c'est aux États-Unis qu'ils prennent leur essor essentiellement. Alors, pourquoi sur les réseaux sociaux? C'est tel est le sujet de ma conférence, les suprémacistes blancs sur les réseaux sociaux, parce que c'est là qu'ils s'expriment le plus, c'est là qu'ils s'organisent, c'est leur plateforme de prédilection et c'est là qu'on les rencontre et qu'on peut en faire la veille. Donc, c'est le sujet. Et qui sont-ils? Effectivement, c'est un terme vaste et qui recoupe des gens très différents. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ne forment pas un groupe homogène. Donc, les pays sont les pays d'Occident. C'est là qu'ils se trouvent. C'est assez logique. Ce sont des suprémacistes blancs, donc les pays blancs. Et essentiellement les États-Unis. Les États-Unis sont une mine d'or de suprémacistes blancs. La France, en Europe, un pays où les suprémacistes prennent leur essor. L'Ukraine est également, au niveau des suprémacistes, très bien servie. Et d'autres pays d'Europe de l'Ouest, du Nord, de l'Est. Voilà, donc ils sont partout. Et ça, ce sont les pays essentiels où on peut les trouver. Comment peut-on les qualifier au niveau des points communs? Qu'est-ce qui les regroupe? L'une des choses, à part le fait qu'ils soient dans les pays occidentaux, c'est un langage totalement décomplexé. On voit chez eux un refus total du politiquement correct et même du correct. C'est très clair, pas de censure, on dit ce qu'on a à dire. Certains prônent ouvertement la haine, ils ont même des idéologues de la haine. Et je vais vous donner quelques exemples, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut voir la première photo? Donc, voilà, il y a un site que je ne vais pas nommer parce que je ne nomme pas mes sources, mais c'est un site français et voilà comment on parle des Noirs. Donc, je vous laisse lire, vous l'avez sur votre écran en principe. Sa noire, sa négresse, une délicieuse maghrébine rappelle le principe de hiérarchie raciale à une guenon d'Afrique. Voilà typiquement un titre blanc suprémaciste ou plus exactement néo-nazi dans ce cas précis. Au sujet des Noirs, je vais vous donner un autre exemple qui nous concerne, nous, Juifs. Vous allez voir que nous ne sommes pas en reste. Deuxième photo, les youtres de la LICRA se déchaînent contre Jérôme Bourbon. Jérôme Bourbon, c'est le directeur du Rivarol, journal antisémite que vous connaissez peut-être, qui existe depuis plus de 70 ans et qui continue d'être vendu dans tous les, enfin pas dans tous les kiosques, mais dans de nombreux kiosques de France et de Paris. Donc, infatigable opposant à la prédation hébraïque, et vous pouvez admirer l'image. Donc, le juif n'est pas un être très sympathique et il est bien sûr affublé de l'étoile jaune. Donc, c'est pour vous montrer, l'image, c'est pour vous montrer le langage décomplexé qu'on peut avoir chez ces gens et ils en sont très fiers. C'est comme ça qu'ils font un peu leur promotion. Un autre point commun, c'est que tout est vu par le filtre de la race. Voilà, notamment alors, un exemple très récent, le match de foot qui a opposé la France et l'Allemagne. On a eu les deux équipes. Alors, bon, plusieurs personnes ont soutenu la France. En France, évidemment, essentiellement, d'autres l'Allemagne. Chacun selon ses propres critères, mais les suprémacistes, eux, nous présentent les deux équipes selon leur couleur de peau. Donc, on a eu, là, je n'ai pas la photo, mais on a un éventail des différentes couleurs de peau
Et voilà, donc les plus blancs sont chez les Allemands et les Français, catastrophe, sont plutôt bronzés. Ils vont du beige moyen au noir. Alors ça, c'était terrible pour les suprémacistes blancs parce qu'eux ne voient le match que d'après le filtre de la race. C'est leur unique filtre pour commenter toute l'actualité, qu'elle soit artistique, culturelle, politique, quelle qu'elle soit, le filtre de la race. Maintenant, qui est blanc? Qui est blanc? Alors, blanc n'est pas qui veut. Blanc et non blanc, c'est un large débat. Et en fait, je vais vous donner un petit exemple encore. Nous avons eu sur un site, un forum américain bien connu, un forum suprémaciste blanc. Tu peux me donner les photos parce que c'est assez vite. Toutes les photos. Excusez-moi. Donc, on a eu sur un forum du nom de Stormfront, un forum suprémaciste blanc, un débat sur qui est blanc, qui ne l'est pas, et un Albanais blanc suprémaciste raciste a voulu savoir s'il était considéré comme blanc parce qu'il aime beaucoup cette idéologie des suprémacistes et il voulait pouvoir se sentir de la famille. Et donc, un débat de peut-être 8 pages du forum a eu lieu où plusieurs personnes ont participé pour donner un avis et il a été conclu en définitive que non, les Albanais ne sont pas blancs. Donc voilà ce qu'il en coûte de vouloir faire partie de ce groupe pas très sympathique. Donc tout cela pour dire que leur qualification raciale est aussi assez extrémiste. Et nous avons notamment une jeune femme qui s'appelle Estelle Red Pill parce que elle a absorbé un comprimé rouge qui lui a permis de s'éveiller à la réalité et donc de réaliser que nous sommes dans un grand problème d'immigration et que la solution est la remigration, par exemple. Donc, c'est une patriote. Elle aime bien les idées de certains suprémacistes, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas très blanche aux yeux de tous. Donc, vous pouvez la voir sur l'écran. C'est une jeune femme très jolie. Simplement, beaucoup considèrent qu'elle n'est pas très blanche. Elle est narbonoïde selon leur qualification. Et donc, elle ne fait pas partie de la famille pour beaucoup d'entre eux et elle s'est fait largement insulter. Une autre caractéristique de ces suprémacistes blancs est qu'ils sont complotistes. Donc, ils sont forcément anti-maçonniques, anti-système, anti-vaccin et bien sûr anti-juifs. Et je vais vous montrer une petite photo. Voilà, une petite photo où vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Nous avons donc en haut à gauche le baron Edmond de Rothschild et à droite le grand donateur américain démocrate Soros, qui nous disent « How do we divide America and district people ?» Donc, comment diviser les Américains? C'est leur projet pour les suprémacistes blancs. Donc, voilà les solutions. La guerre sans fin, la pauvreté sans fin et la police et la violence policière sans fin. Et nous avons une petite photo en dessous avec deux figures machiavéliques enjuivées selon leurs propres critères, Trump et Hillary Clinton. Et tout cela est bien sûr le complot des Juifs qu'on trouve en haut de l'image. Donc voilà ce qu'on peut dire sur leurs points communs. Maintenant, comment est né ce mouvement? Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas un mouvement, c'est plusieurs mouvements qui existent depuis plusieurs années et qui sont aussi vieux que le racisme et qu'il est donc très difficile de dater. Ils ont toutefois pris une ampleur extrême ces derniers temps avec deux événements majeurs, et je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de mal à deviner lesquels. Le corona, bien sûr, le confinement, la précarité, voilà, tout ça, ça n'a pas arrangé la situation. Donc, sur les réseaux sociaux, pendant qu'ils étaient confinés, ils s'y sont donnés à cœur joie et le mouvement a explosé. Voilà, le corona a été une année d'explosion de ce mouvement des suprémacistes. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé, moi, personnellement, à en faire la veille. Et donc, j'ai commencé au début de cette période du corona. Et j'ai pu voir sous mes yeux mon équipe, personnellement, l'équipe à laquelle je participe, se multiplier par 2, par 4, par 5. Voilà, nous étions au début 2, nous sommes maintenant 20. Et il y a du travail pour tout le monde. Donc, c'est vous dire l'ampleur que ça a pris avec le corona en un an seulement, ou mettons en un an et demi. Et bien sûr, le mouvement BLM, Black Lives Matter,
Pascal a voulu que je dise quelques mots à ce sujet et elle a tout à fait raison parce qu'on est en plein dedans. Black Lives Matter, vous savez donc de quoi il s'agit évidemment, cet homme, George Floyd, qui a été tué par un policier qui lui a placé son genou sur le cou dans un geste qui est devenu connu de tous et symbolique. C'est une vidéo, la scène a été filmée, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une vidéo de 8 minutes et demie, presque 9 minutes. C'est un meurtre en ligne, pour ceux qui le voient. C'est absolument abominable et insoutenable à regarder. Et donc, franchement, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, alors avant même que le mouvement n'explose, je l'ai vu tout au début, je me suis dit, ça, c'est la guerre civile. C'est inadmissible, c'est juste affreux. On voit donc ce policier blanc placer son genou sur cet homme qui fait comprendre qu'il ne peut pas respirer, et on a autour, dans un silence de mort, des personnes qui regardent, ce sont des gens de couleur essentiellement, et qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire stop. Donc c'est une vidéo absolument insoutenable. Et je me souviens que quand j'ai vu ça, j'ai téléphoné au président de Mamri et pour lui dire, mais c'est la guerre civile. Et il m'a répondu, mais non, une ou deux semaines d'émeutes, ça va passer, c'est rien. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as vu la vidéo? Il m'a dit, non, quoi, non. J'ai dit, mais tu l'as vu, c'est 9 minutes. Il m'a dit, non, envoie-la-moi. Et je pense qu'il faut la voir. Ou en tout cas, je n'ai pas vu les 9 minutes parce que ce n'est pas possible, mais j'ai peut-être vu 30 secondes, c'est suffisant, peut-être même 1 minute. Il faut la voir pour comprendre que ce mouvement ne pouvait pas ne pas être. C'est normal que ça ait explosé. Et c'est normal, après avoir vu cette vidéo, qu'on ait envie spontanément de poser le genou à terre et de demander pardon, même si on n'est pour rien, parce que c'est vraiment insoutenable. Et donc, voilà, on ne peut que comprendre l'ampleur de ce mouvement, même si ensuite, il y a eu effectivement des excès, il y a eu du vandalisme, des vols, des destructions de vitrines, et il y a eu notamment une autre vidéo qui est passée où un jeune noir a demandé à une blanche américaine, une jeune femme qui faisait son jogging, une vidéo où il lui demande « Est-ce que tu es prête à te mettre à genoux maintenant et à dire pardon ?» Cette jeune femme qui est en plein jogging dans une ville a peur, je crois que c'est New York, a peur et elle dit oui, elle se met à genoux, elle demande pardon. Et donc ça aussi, c'est un abus parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Elle s'est retrouvée humiliée, elle n'y est pour rien, elle aussi, elle devait probablement condamner totalement ce mouvement. Donc il y a eu énormément d'abus dans l'autre sens et le mouvement White Lives Matter est apparu. White Lives Matter, ce sont les blancs suprématistes qui ont dit non, nous aussi, on compte. Alors, le slogan a l'air tout à fait légitime. White Lives Matter, c'est normal, les vies blanches aussi comptent. Oui, simplement, qui sont ceux qui ont pris ce slogan et qui s'en servent? Comme vous voyez, ce sont des gens qui cachent leur identité et pour de bonnes raisons. C'est qu'ils ont un agenda extrêmement raciste. Voilà, donc là, on a à droite la croix celtique qui a été utilisée par le GUD et par d'autres mouvements suprémacistes ou néofascistes. Et puis, nous avons là un drapeau noir. Je pense que ça devait être un groupe suédois, celui-là, un drapeau noir. Donc, ils ont transformé le drapeau bleu en drapeau noir. Ils ont gardé la croix jaune. Ensuite, on a aussi eu Fuck George Floyd, Veterans Life Matter. Donc, voilà encore un autre mouvement. La vie des vétérans aussi compte, qui est né en réaction aux excès de Black Lives Matter. Et donc, tout cela pour vous montrer que le mouvement a totalement explosé avec Black Lives Matter par réaction aux excès. Alors maintenant, on va en revenir un petit peu à la France. Et en France, où trouve-t-on ce que j'appelle les suprémacistes blancs? Ils ne se nomment pas eux-mêmes suprémacistes blancs, sauf ceux qui sont vraiment en contact proche avec les groupes américains, parce qu'il y a beaucoup de communication entre les différents réseaux. Alors, où les trouve-t-on? Il y a plusieurs groupes d'extrême droite et d'ultra-droite en France.
Nous avons le parti de la droite d'Ivan Benedetti, un parti très antisémite. Il dirige le groupe Jeunes Nations. Il présidait autrefois l'œuvre française jusqu'en 2013. Il continue de se réclamer de l'œuvre française. Donc, on peut trouver des suprémacistes blancs avec lui. Lui-même, je considère que c'en est un d'ailleurs. Auprès des royalistes d'Action française, même si la plupart n'ont pas un langage antisémite. On peut trouver chez eux aussi des suprémacistes blancs et des antisémites. Génération identitaire n'est pas un groupe suprémaciste blanc, c'est un groupe identitaire, c'est un groupe qui joue beaucoup avec la limite, c'est un groupe qui menace et qui lance des défis au gouvernement, donc il est un petit peu normal que le gouvernement ait souhaité l'interdire parce qu'il est très actif, c'est certainement l'un des mouvements les plus actifs sur le terrain, mais eux-mêmes ont un langage qui n'est pas suprémaciste, bien qu'il y ait évidemment des éléments suprémacistes chez eux. Et puis, nous avons les néofascistes, l'ancien bastion social qui a donné plusieurs groupes, à l'Alvarium à Angers, Audace à Lyon, à Tensoul, à Aix-en-Provence. Ce sont des groupes qui ont un agenda social. Ils me font un peu penser au Hamas, dans une certaine mesure, qui a une action sociale très importante, qui lui confère une espèce de légitimité d'apparence uniquement, et qui lui confère une façade de légitimité, et qui est en fait un programme plutôt clairement fasciste. Alors, nous avons aussi d'autres groupes plus récents et plus intéressants, les survivalistes, enfin, plus intéressants parce qu'ils sont plus récents et que vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Les survivalistes sont des personnes qui considèrent que nous allons vers le chaos, qu'il n'y a plus rien à faire, que la situation est désespérée, que c'est la fin d'une civilisation et que donc ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes, pas sur les choix politiques, pas sur les élections, pas sur le gouvernement. Il faut donc s'armer, il faut donc créer un bastion, un stronghold, comme ils aiment dire en anglais, aller dans un coin perdu, soit un village. La Bourgogne a été à un moment présenté comme un lieu où les survivalistes pourraient s'établir, où ils vont parfois en forêt, ils créent des chalets, ils s'arment et ils se préparent au chaos. Ils font très attention aux actions de la police, ils communiquent entre eux. Quels sont les magasins d'armes, comment on appelle ça aussi, les armureries, comment on appelle ça, les armureries où ils peuvent trouver les armes. Bon, ils sont actifs et ils présentent un danger dans la mesure où ils veulent s'armer. En termes d'antisémitisme, qui est quand même un sujet qui nous touche de près, on a de tout. Ils ne sont pas prosémites généralement, mais l'antisémitisme n'est pas leur plus grand combat. Ils veulent surtout s'armer et défier la société. Ils se préparent au chaos. Et nous avons aussi les accélérationnistes. Alors, ceux-là, ils sont très récents. Ils sont nés... je ne sais pas exactement où ils sont nés. On les a vus apparaître à peu près simultanément aux États-Unis et en Ukraine, en Europe de l'Est. Très vite en France également, les accélérationnistes sont des gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite et qu'il faut donc susciter le chaos. Comment susciter le chaos? En créant de l'insécurité, en créant du danger, et ils suggèrent des actions qu'il faut mener pour accélérer donc le chaos. Alors, une de ces actions, c'est par exemple d'aller s'établir chez une vieille dame de force, de lui prendre ses biens, de s'armer, de la mettre dehors. Ensuite, au moment où la police arrive, d'avoir un point de chute dans un coin perdu de la nature. Il faut prévoir bien sûr son point de chute, c'est un grand motif chez eux, le point de chute. Et voilà, donc on crée comme ça le chaos. Ils aiment beaucoup aussi comment on appelle ça, les pôles électriques, les antennes électriques. Leur idée, c'est de briser, de saccager le réseau électrique parce que tout dépend de l'électricité. Et donc, s'ils saccagent le réseau électrique, ils vont créer le chaos et c'est leur objectif. Donc ça, ce sont les accélérationnistes qui ont un langage totalement outrancier. Ce que je vous ai montré au début, c'est juste un tout petit exemple de ce qu'on peut avoir chez les accélérationnistes. Ça n'arrête pas. Ils font tout pour accélérer le chaos. Et le dernier groupe dont je voulais vous parler, parmi ces groupes où l'on trouve des suprémacistes, c'est les militaires. Et les militaires ne sont pas en reste. Il y a beaucoup de militaires chez nos suprémacistes.
Alors, il y en a qui ne franchissent pas comment dire, la frontière de l'antisémitisme et il y en a qui la franchissent allègrement. Il y a beaucoup de complotistes militaires et on a des militaires à la retraite plus âgés qui ont des comptes qui cherchent à, comment dire, à envenimer l'atmosphère et à créer la haine et susciter l'action chez les plus jeunes, qui encouragent donc les plus jeunes à passer à l'action, alors qu'eux sont derrière leurs écrans et écrivent. Ils écrivent beaucoup et ils écrivent souvent bien. Donc, ça, c'était pour les militaires. Alors, quels sont, j'ai pas beaucoup de temps. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais aller vers l'essentiel. Donc, comment se développent-ils? Ils ont des textes. Donc, ils ont des textes. Je vais vous montrer une petite image où on voit un petit peu leurs textes. Non. Voilà, les textes. Les textes des suprémacistes blancs. On a à droite, bien sûr, l'indémodable Mein Kampf. Celui-là, on l'a sous toutes les formes. Voilà, on a de nouveaux commentaires, de nouvelles couvertures. On l'a en long, en large, en travers. Et puis, on a de nouveaux textes qui sont aussi réutilisés. War of the Flea, Turner Diaries, Siège. Alors, ce qui se passe avec ces trois autres textes qui ont été écrits par des nationalistes et suprémacistes blancs américains, c'est qu'ils en prennent les différents points et ils écrivent les 20 points de Siège et ils nous font donc des résumés, des concentrés qui encouragent à l'action et qui disent quelle attitude il faut avoir en temps de guerre et en temps de combat. Donc, à part ça, ils ont des symboles. Les symboles qu'on retrouve beaucoup chez les suprémacistes sont le Totenkopf. Le Totenkopf qui est... Non, ça c'est la Sonnenrad. Le Totenkopf, voilà, c'est celui-là. Le Totenkopf qui était donc qu'on retrouvait en Allemagne sur la casquette des officiers SS, voilà, qui est utilisé ici, vous voyez, avec un salut nazi. Ça, je pense que c'est une photo de Moscou, si je ne me trompe pas, voilà, où ils sont en train de piétiner un drapeau LGBT parce qu'ils n'ont pas les LGBT à la bonne. D'autres exemples, la Walknut. Non, c'est celui-là. Ça, c'est un symbole nordique. C'est un vieux symbole de la mythologie viking qui est très prisé chez ceux qui se réclament donc des vikings, puisqu'ils sont européens blancs. Et nous avons l'alphabet rune, avec une rune en particulier, l'alguise. Donc, vous la voyez au centre, c'est l'alphabet nordique également, des langues germaniques scandinaves. On le retrouve aussi, cet alphabet, chez les Frisons et les Anglo-Saxons. Et nous avons d'autres symboles nazis comme la Wolfsangel. Oh, ici. Voilà, c'est un symbole c'est une charge héraldique qu'on a sur les armoiries, les blasons en Allemagne. Et c'est un symbole qu'on retrouve encore sur des blasons municipaux en Allemagne et qui a été utilisé évidemment par beaucoup d'unités nazies. Alors, on va arrêter avec les symboles, on va passer à la différence entre les suprémacistes blancs, européens et américains, parce qu'en fait, il y a une petite différence quand même, enfin une grande différence, et je pense qu'elle n'a pas été encore relevée dans ce qui a pu être écrit au sujet des suprémacistes blancs, et pourtant elle est assez intéressante enfin, je veux dire, elle interpelle beaucoup. C'est que l'Europe est quand même un continent beaucoup plus ancien que les Américains. Et donc, les suprémacistes blancs en Europe se réclament des Grecs et des Romains, se réclament donc de tout ce qui précède les Byzantins et les chrétiens, vu que le christianisme, pour eux, c'est déjà le judaïsme, puisque le christianisme est né du judaïsme, c'est déjà les juifs, c'est déjà le complot juif, donc il n'y a pas de christianisme pour les Européens, à part chez certains catholiques qui ne peuvent quand même pas renoncer à leurs racines catholiques. Mais chez les autres, c'est un rejet du christianisme parce qu'on rejette le judaïsme. Donc les références gréco-romaines ou celtiques, les Celtes, c'est également l'Europe, ou effectivement les références vikings qu'on a pu le voir. Ça, c'est les références européennes. Chez les États-Unis, aux États-Unis, qui est donc un continent plus jeune, le blanc, c'est quand même le WASP, le White Anglo-Saxon Protestant. Donc, il n'est pas possible qu'un blanc ne soit pas chrétien. Donc, pour eux, la référence, c'est le christianisme. Et là, on a souvent sur les réseaux sociaux des conflits. Il y a une incompréhension
entre ces deux mondes, parce que les Américains défendent leurs racines chrétiennes, même en étant antisémites. Alors, ils sont chrétiens, ils sont catholiques ou protestants, mais ils sont chrétiens. Et les Européens, eux, leur balance, leur catholicisme à la gueule, leur protestantisme, ils disent non, nous n'avons rien à voir avec le christianisme. Donc, il y a un conflit. Alors, parfois, les Américains comprennent, waouh, c'est vrai, ils ont raison. Non, pas le christianisme, en fait, l'Europe. Donc, de plus en plus, ils se réclament maintenant aux États-Unis de l'Europe. L'Europe devient de plus en plus la référence. Et de moins en moins le christianisme, parce que c'est quand même lié au judaïsme. Donc, ça, c'est la petite différence, la grosse différence, en fait, une différence de racines qu'on peut trouver entre les suprémacistes blancs américains et européens. Et quel est le point de rupture? Quel est le point de rupture entre le suprémacisme blanc nocif, méchant, dangereux et l'ultra-droite ou la droite extrême ou l'extrême droite? Eh bien, c'est très clairement l'antisémitisme. Ça l'est sûrement pour nous qui sommes ici dans ce forum, je pense majoritairement juifs, mais ça devrait l'être pour tout le monde parce que ça indique vraiment de manière très claire ce qu'il y a dans la tête des personnes. Je vais vous donner un petit exemple. On va peut-être on va s'arrêter là. À votre... Mais oui, mais on ne voit pas le temps passer à vous écouter, c'est passionnant, Nathalie. Beaucoup de choses à dire, mais je savais que j'aurais pas le temps. Ouais, je savais que j'aurais pas le temps. Voilà, mais alors, ça nous donnera l'occasion de refaire un colloque. Alors, je vais quand même vous dire juste un petit mot là-dessus. Allez-y. Parce que celle-là, elle nous interpelle, vu que ça va faire peut-être le lien avec l'intervention de Jacques et avec ce qui va suivre. Ça, c'est un groupe, l'Alvarium, un groupe donc qui défend. Ah non, c'est Ensoum, pardon. Enfin, ils viennent tous les deux du Bastion social, et ce sont des groupes néofascistes, mais sociaux. Donc, leur objectif, c'est prendre soin des pauvres, notamment des pauvres français. Et pendant la guerre de Gaza qu'on a eu récemment, voilà ce qu'ils nous défendent. De Paris à Gaza, Intifada, voilà ce qu'ils nous présentent. Donc, ça montre bien que quand il s'agit d'antisémitisme, ils sont toujours présents. Et ça nous montre bien aussi que être anti-israélien, c'est être antisémite. Mais je ne peux pas développer ici, malheureusement, parce que je vais respecter le temps de parole que vous m'avez donné. Donc, on va s'arrêter là. Et voilà. Et pour l'antisémitisme, je voulais dire aussi que Éric Zemmour, c'est vraiment le point de rupture entre les différents suprémacistes. Voilà. Bon, enfin, je ne vais pas développer, je vous laisse reprendre la parole. On a du grain à moudre grâce à vous, Nathalie Sherman, mais je crois vraiment, là, vous nous avez donné un maximum d'informations dans le peu de temps que je vous ai laissé. Et comme Jacques Tarnero, je sais malheureusement que je frustre nos amis qui aimeraient vous entendre encore, mais qui veulent aussi entendre nos trois autres invités qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous. Je vais maintenant me tourner vers Maître Roland Roth.